Eh bien, bonjour à tous. Donc voici la partie cours concernant les acides aminés. Alors, les acides aminés, je pense que vous le savez déjà, ce sont les constituants de base des protéines, qui, protéines, sont elles-mêmes les constituants, des constituants importants de la cellule, qui interviennent pour la structure de la cellule et pour son fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? Eh bien, si vous prenez un carbone, qu'on va appeler carbone alpha, et que vous mettez autour une fonction acide carboxylique, COH, une fonction amine, NH2, un hydrogène et un radical, eh bien, vous obtenez un acide aminé, ou ce qu'on appelle aussi un acide alpha-aminé. Donc, dès que vous avez les deux fonctions, acide carboxylique et fonction amine, et puis un hydrogène et un radical, vous êtes en face d'un acide aminé. Alors par exemple, en voici un. Donc vous reconnaissez donc ce qui constitue l'acide aminé, c'est-à-dire la fonction amine, la fonction acide carboxylique, qui sont toutes les deux donc portées par le carbone alpha, l'hydrogène et le radical. Le radical ici étant constitué d'un certain nombre de carbones qui sont numérotés d'ailleurs. On utilise pour mettre cet ordre en place, on utilise l'alphabet grec. Donc vous avez le carbone alpha, c'est le carbone initial qui est à l'origine de la molécule acide aminé. Et puis vous avez, à cause du radical, un carbone bêta, un carbone gamma, delta, epsilon, et éventuellement plus si vous avez des radicaux plus longs. Alors, rapidement, on va redire quand même, notamment pour les biologistes, comment on fait pour, à partir de plusieurs acides aminés, arriver à un peptide, donc une petite protéine. Eh bien, il faut, pour arriver à lier plusieurs acides aminés, il faut donc, si par exemple je prends un acide aminé ici, un deuxième acide aminé, eh bien il faut des enzymes cellulaires qui vont agir et qui vont permettre, à partir des deux acides aminés d'ici, de générer un petit peptide de deux acides aminés, donc de longueur 2 acides aminés, que voilà. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, en fait, il y a une réaction qui se produit entre, d'une part, un hydrogène de la fonction amine du premier acide aminé, et d'autre part, la fonction OH de la fonction COH du deuxième acide aminé. Eh bien, l'ensemble des deux, en fait, se condense. On va générer une liaison covalente et on va perdre une molécule d'eau. H plus OH, ça fait H2O. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a condensation, parce qu'on voit apparition d'eau. Et au bilan, il nous restera donc cette liaison-là, donc entre les deux molécules, qu'on appelle donc la liaison peptidique. Donc si vous répétez ce schéma n fois, eh bien vous obtenez des peptides de plus en plus longs jusqu'à obtenir des protéines, donc c'est-à-dire en fait des peptides très longs. Alors, la notion de résidu, tant qu'on y est, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien compris. Qu'est-ce que c'est qu'un résidu? C'est associé en fait aux acides aminés à l'intérieur des protéines. En fait, c'est ce qui reste d'un acide aminé quand il est incorporé dans une protéine. Si par exemple, donc il va perdre en fait, l'acide aminé, il va perdre une partie de ses atomes dans la liaison peptidique, comme on vient de le voir. Et donc, un résidu alanine, par exemple, concernant l'acide aminé alanine, cela veut dire que donc l'acide aminé alanine qui est incorporé dans la protéine a perdu de chaque côté une partie de ses atomes. Donc l'acide aminé était entouré en général à gauche et à droite par des liaisons peptidiques, ce qui fait que ces liaisons ont rogné sur ses atomes. Et voilà pourquoi on va plutôt appeler ça résidu, c'est-à-dire comme le reste, si vous voulez, de l'acide aminé alanine, plutôt que acide aminé alanine. Si par exemple, vous voyez, là j'ai dessiné une molécule, donc un petit peptide constitué de 6 acides aminés, et bien par exemple si je prends la glycine en numéro 2, eh bien je ne devrais pas dire officiellement l'acide aminé glycine, mais le résidu glycine, parce que à gauche comme à droite, l'acide aminé donc est relié aux deux autres par des liaisons peptidiques et donc a perdu
dans ces liaisons une partie de ces atomes. Voilà la différence, la nuance entre le mot résidu et le mot acide aminé tout court. Alors, revenons maintenant sur l'acide aminé. Donc, quand on fait varier R, on va obtenir tous les acides aminés. Donc, on compte à l'heure actuelle environ 300 acides aminés différents, qui sont donc différents parce que leur R est différent, leur radical est différent. Parmi ces 300 acides aminés, il en existe 21 qu'on dit fondamentaux. 21 acides aminés fondamentaux. En fait, c'est ceux que l'on retrouve dans toutes les protéines du vivant. Alors voici le tableau des 21 acides aminés. Donc il ne s'agit pas nécessairement de le connaître par cœur, c'est pour vous indiquer un petit peu les noms de tous ces acides aminés. Il en existe en fait même un 22e qui a été découvert assez récemment, assez tardivement on va dire, qui s'appelle la pyrrolysine, mais qu'on ne retrouve pas dans toutes les espèces vivantes. En fait, on le retrouve, ce 22e acide aminé, dans certaines molécules d'archéobactéries. Donc des archéobactéries, ce qu'on appelle aussi les archées, méthanogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des bactéries pour lesquelles le produit final de la respiration anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, est constitué par le méthane. Alors voici une représentation des différents acides aminés en formule semi-développée. Alors bon, ce document évidemment il n'est pas très beau, il va apparaître de façon très moche à l'écran, c'est peut-être un peu fait exprès aussi, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir les différentes formules de ces acides aminés, vous irez voir sur internet, vous irez trouver ça de façon plus précise. Il ne s'agit pas non plus là aussi d'apprendre par cœur tous les acides aminés, toute la structure des différents acides aminés, ça peut être intéressant d'en connaître un certain nombre, mais ça n'a pas un intérêt majeur de tout apprendre par cœur ici. Alors oui, les acides aminés, pour les qualifier, parce que c'est quand même important quand on va parler des protéines notamment, eh bien on utilise différents types de codage. Alors deux codages ici sont montrés en fait. Ici donc vous avez le nom de tous les acides aminés qui est repris dans la colonne de gauche. Et puis ensuite à la colonne du milieu, vous avez une façon de coder l'acide aminé. Alors en fait c'est une des lettres de l'acide aminé. Donc quand vous avez deux acides aminés qui commencent par la même lettre, par exemple alanine et arginine, eh bien on utilise par exemple la deuxième lettre pour arginine, etc. Donc voilà une façon de coder les acides aminés. Et si par exemple on s'intéresse à une protéine ou donc un peptide, vous avez la possibilité de les associer, ces différentes lettres, pour générer un code protéique, un code peptidique. Il y a une autre façon de faire, qui est de prendre les premières lettres des noms des acides aminés. Alors ça marche assez bien, sauf quand par exemple vous avez lorsque les trois premières lettres sont très proches. Par exemple, c'est le cas par exemple pour la glutamine et l'acide glutamique. À ce moment-là, on est obligé de modifier un petit peu le code. On va prendre par exemple GLN pour la glutamine et puis GLU pour l'acide glutamique. Alors les acides aminés sont classés, en plus d'être codés, ils sont très souvent classés, et en fonction de leurs propriétés. Donc par exemple, si on classe les acides aminés en fonction de la nature de leur chaîne latérale, on va se retrouver avec 6 groupes. On a les aliphatiques, les hydroxylés soufrés, ça veut dire qu'ici il y a un atome de soufre à l'intérieur de la molécule, les cycliques aromatiques, etc. Donc voilà une première façon de classer les acides aminés. Une autre façon assez souvent rencontrée, c'est en rapport avec la charge des acides aminés. On va revenir sur cette notion de charge, ça va nous occuper très longtemps d'ailleurs par la suite. Donc on peut s'intéresser à la charge de l'acide aminé, toujours en relation avec le pH de la solution. Donc certains acides aminés sont chargés positivement lorsqu'on les met dans l'eau, dans une eau à pH neutre. C'est le cas de la lysine ou de l'arginine notamment. D'autres acides aminés sont chargés négativement à pH neutre, par exemple l'acide aspartique, etc. Donc on fait des catégories en fonction de la charge, et on considère cette charge toujours à pH neutre.
Voilà une autre façon donc de classifier les acides aminés. Dans les deux cas, hein, que ce soit cette classification ou celle ou la précédente, c'est pas indispensable de les connaître par cœur. Hein, c'est simplement, c'est important de savoir qu'on peut avoir des classifications différentes en fonction de propriétés différentes des acides aminés. Alors, une propriété intéressante des acides aminés, c'est que ce sont des molécules chirales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des molécules qui ne présentent aucun axe ou plan de symétrie. La chiralité des acides aminés est due à leur carbone alpha, carbone qui est asymétrique, et à partir duquel se constitue l'acide aminé. En effet, hein, chaque valence du carbone alpha porte un groupement différent, donc on est bien en présence d'un carbone asymétrique. Vous avez 4 groupements, le radical, l'hydrogène, la fonction amine et la fonction oxyde carboxylique. Ces 4 groupements sont différents. Donc on a bien un carbone asymétrique qui va donc être à l'origine de la chiralité des acides aminés. Tous les acides aminés fondamentaux sont des molécules chirales, sauf la glycine. Alors ça s'explique très bien. En fait, le radical pour la glycine, c'est l'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène. Donc on va avoir un axe de symétrie hydrogène, carbone, hydrogène. Et, parce qu'il y a déjà un hydrogène hein, sur l'acide aminé. Donc de ce fait, le carbone alpha n'est plus asymétrique et donc la glycine n'est pas chirale. Alors la chiralité, qui est donc liée au carbone asymétrique, fait que l'acide aminé existe sous deux formes, deux stéréoisomères ou énantiomères, l'un étant l'image de l'autre dans le miroir. On appelle ces deux formes L et D. On a représenté ici les formes L et D. Pour un acide aminé quelconque, la forme L étant à gauche, la forme D à droite. Tous les acides aminés du vivant sont de type L, à de rares exceptions près. Bien, une exception bien connue, notamment, c'est l'alanine et la glutamine, qui sont de type D, non pas L en fait, hein, dans les protéines membranaires des bactéries. On va s'intéresser maintenant à une autre caractéristique de l'acide aminé. L'acide aminé est amphotère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, amphotère ? Ça veut dire que c'est une molécule qui est capable à la fois de se comporter comme un acide et comme une base en solution dans l'eau. Donc, on va essayer d'expliquer comment c'est possible pour un acide aminé. Donc, on revient un peu sur la structure de l'acide aminé. On a dit que cet acide aminé il portait deux fonctions ionisables au minimum. La fonction amine, donc ici représentée en rouge, et la fonction acide carboxylique en bleu. La fonction amine va conférer à l'acide aminé une propriété de base faible. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une base faible ? Qu'est-ce que c'est qu'une base ? C'est une fonction, c'est une structure qui est capable d'accepter un proton. Et la fonction amine est capable d'accepter un proton. Donc, elle va conférer à l'acide aminé sa propriété de base faible. C'est-à-dire que, par exemple, donc la fonction amine, NH2, si vous lui rajoutez un proton, elle est capable de l'accepter, et donc on va générer un radical de type NH3+. La fonction acide carboxylique, elle, confère à l'acide aminé une propriété d'acide faible. Cette fonction, donc acide carboxylique, est capable de céder un proton, et ça c'est la définition d'un acide capable de céder un proton. Ce qui fait que, par exemple, on va donc obtenir à partir de la fonction acide carboxylique CO- plus H+. Donc elle est capable de céder un proton, et ce faisant, elle va se transformer, cette fonction acide carboxylique, en un CO-. Donc au bilan, l'acide aminé, si vous avez bien compris, est une molécule dite amphotère, c'est-à-dire qui a la capacité de se comporter à la fois comme une base et comme un acide. Donc une molécule amphotère, c'est une molécule qui est capable de se comporter des deux façons à la fois, et du fait que donc l'acide aminé comporte une fonction amine qui elle-même se comporte comme une base faible, et d'autre part une fonction acide, c'est-à-dire une fonction qui est capable de se comporter comme un acide, et bien de ce fait-là, l'acide aminé est une molécule amphotère. Alors, le radical peut lui-même être porteur de différentes fonctions ionisables. On a à minima deux fonctions ionisables, la fonction amine et la fonction acide carboxylique, mais attention, le radical peut être constitué par tout ou partie par une fonction ionisable. Par exemple, une fonction NH2
Hein, si le radical est égal à NH2, bien vous allez rajouter une fonction amine, une fonction donc qui est capable donc d'accepter un proton. Ça peut être une fonction COH, le radical. Donc à ce moment-là, vous rajoutez une fonction acide, et ça peut être une fonction, par exemple CH2NH2, là aussi, hein, donc c'est un peu plus complexe, mais on reconnaît la présence d'un NH2, donc d'une amine, donc d'une molécule qui est capable, enfin d'une partie de molécule capable d'accepter un proton, etc. Par exemple, là, sur cet exemple, hein, j'ai représenté un radical constitué par CH2NH2, donc à la fonction amine de base et à la fonction acide carboxylique de base, on a rajouté une fonction amine portée par le radical, donc ce qui va rendre cette molécule un peu plus complexe en termes de comportement dans l'eau, en ce qui concerne les formes électriques et en ce qui concerne l'ionisation en fait globalement de cette molécule. Donc au bilan, hein, un acide aminé peut avoir 2, donc c'est au minimum, hein, puisque vous avez le NH2 et le COH classique, ou 3, ou 4, ou N fonctions ionisables, en fonction justement des fonctions ionisables apportées par le radical R. Et bien maintenant, on va détailler un peu plus ce qui se passe en solution dans l'eau. Alors pour faire ça, on va s'intéresser à un acide aminé simple, avec seulement 2 fonctions ionisables, hein, c'est ça qu'on entend par simple, c'est-à-dire les classiques alpha NH2 et alpha COH. On va s'intéresser à la glycine par exemple, hein, qui est codée gly ou grand G. Le radical pour la glycine c'est H, donc on se retrouve avec une molécule qui porte, donc, comme on l'a dit, hein, 2 fonctions ionisables uniquement. Il n'y en a pas en fait sur le radical, donc on n'en a que 2 au total. La première chose qu'on doit déterminer, c'est le nombre de formes différentes possibles en solution dans l'eau d'un point de vue électrique, le nombre de formes électriques différentes. Alors on a une règle pour ça, hein, qui est assez simple, c'est n plus 1, n étant le nombre de fonctions ionisables de l'acide aminé qu'on étudie. Donc en l'occurrence pour la glycine, on a 2 fonctions ionisables, donc on aura 3, hein, 2 plus 1, formes électriques différentes. Alors pour étudier cet acide aminé dans l'eau, il va falloir une méthode, et on va utiliser cette méthode pour le cours, mais on la reprendra également pour les exercices. Alors ça consiste en quoi? La méthode, eh bien, c'est d'abord de tracer, même si on ne vous le demande pas explicitement, l'axe des pH, donc hein, de 0 à 14, et ensuite de positionner, dans un premier temps, les formes les plus extrêmes, c'est-à-dire les formes qu'on va trouver aux 2 pH les plus extrêmes. Donc on sait nous qu'on doit placer 3 formes, et on va déjà commencer par placer les 2 formes qui sont aux 2 extrémités de l'axe des pH. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au pH très acide, hein, proche de 0, et là on va dessiner la molécule, donc la glycine, à pH 0. Alors voilà ce qu'on obtient. On va avoir dans un pH très acide une très grande richesse en protons, et donc toutes les fonctions qui sont susceptibles d'accepter un proton, eh bien, vont le faire. Donc ici, pour la glycine, donc, la fonction amine est susceptible d'accepter un proton, eh bien, elle va le faire. Et donc, dans un pH très acide, dans un pH très faible, eh bien, la fonction amine sera s'écrira NH3+, et non pas NH2, puisqu'il y aura un proton par-dessus. La fonction acide carboxylique, elle est déjà complète en termes de protons, donc on en reste là. Et donc cette molécule va avoir une charge de plus 1. Donc on va retrouver en solution dans l'eau à pH très acide une forme électrique, hein, donc chargée plus 1. Donc le plus provient hein, du proton qui s'est fixé sur la fonction amine. Alors on va s'intéresser à l'autre extrémité maintenant. Et on va donc dessiner la molécule dans un pH très basique, c'est-à-dire qui contient énormément de OH-. Ces OH- vont produire en quelque sorte une force d'attraction pour les H+, qui se seraient fixés, ou qui sont fixés en fait sur la glycine. Donc qu'est-ce qui se passe à pH très basique? Tous les H+, sont attirés par les OH- vont donc se décrocher. Donc, notamment le H+, qui était fixé sur la fonction amine, va s'en aller,
donc on va se retrouver avec un NH2, et d'autre part, vous pouvez constater que le COH perd son proton pour devenir CO-. Donc si on fait le bilan de charge de cette molécule, eh bien on trouve une charge donc de -1 qui est liée à la valeur négative de CO-. Maintenant, il va nous rester à placer la dernière forme, la troisième forme, puisqu'on sait qu'il y a 3 formes. Et cette troisième forme, toute la question est de savoir comment l'écrire. Alors pour pouvoir l'écrire, eh bien il faut disposer, en fait, il faut connaître les pK. Alors, comment obtenir les pK? Puis d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pK? Un pK, c'est un pH, c'est le pH en fait de la solution pour lequel on a autant de la forme protonée que de la forme déprotonée en ce qui concerne une fonction donnée pour un acide aminé donné. On a autant de pK qu'il y a de fonctions ionisables sur l'acide aminé. Donc si l'acide aminé a 2 fonctions ionisables par exemple, eh bien on a 2 pK. S'il y a 3 fonctions ionisables, 3 pK, etc. Pour ce qui est de la glycine, on sait qu'il y a 2 fonctions ionisables, donc il y aura 2 pK, le pK de alpha-COH et le pK de alpha-NH2. Alors les pK de manière expérimentale se déterminent à l'aide d'une courbe de titration qui fait appel à une base forte pour titrer l'acide faible, donc la fonction acide carboxylique en l'occurrence chez les acides aminés, et à un acide fort pour titrer la base faible, c'est-à-dire la fonction amine toujours chez les acides aminés. Donc ce travail a été fait et on a pu déterminer donc de cette façon que le pK de la fonction alpha-COH de la glycine était de 2,4, tandis que le pK de la fonction alpha-NH2 de la glycine toujours était de 9,7. Donc ces valeurs vont être très utiles maintenant pour pouvoir définir la forme de la troisième molécule qui nous reste à placer. Et pour pouvoir définir cette forme électrique, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de déprotonation. Alors, la règle est la suivante. Lorsqu'on augmente progressivement le pH, eh bien, ce sont d'abord les groupements de l'acide aminé avec petit pK qui se déprotonent, puis les groupements avec fort pK. Donc, ici, nous avons un pK de alpha-COH qui est égal à 2,4, un pK de alpha-NH2 égal à 9,7, donc 2,4 est inférieur à 9,7, c'est la fonction acide carboxylique qui va se déprotoner en premier. Si on revient sur notre graphique, on était en train de se poser la question de définir la molécule, la troisième molécule, la troisième forme électrique. On a besoin donc de connaître les pK, maintenant on les connaît. On les place, donc le pK de alpha-COH c'est 2,4, le pK de alpha-NH2 c'est 9,7, on les place sur l'axe des pH. Et ensuite, on va raisonner donc pour dessiner la dernière molécule. Alors, le pK de alpha-COH est de 2,4, il est plus petit que celui de alpha-NH2, donc ça veut dire que c'est la fonction COH qui va d'abord perdre son proton avant la fonction alpha-NH2. Et donc la forme intermédiaire va s'écrire de la façon suivante. On va faire varier, donc COH va devenir CO-, tandis que NH3+, reste NH3+. Et on obtient comme ça une forme intermédiaire, donc qui est de charge globalement neutre, électriquement neutre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charge, attention, parce que vous avez une charge moins et une charge plus, mais l'ensemble de ces charges s'annule. Donc on obtient une molécule de charge 0, ce qu'on appelle aussi un zwitterion. Ces différentes formes sont en équilibre les unes avec les autres. Avant d'aller un peu plus loin, constatons que tout est logique, c'est-à-dire qu'on a déprotoné la première... La fonction acide carboxylique en premier parce que donc elle avait un plus petit pK. Si maintenant on s'intéresse à la fonction amine qui avait un plus grand pK, bien on constate que c'est bien ce qui se passe. C'est au moins il était déjà déprotoné, il reste comme il est. Tandis que bien la fonction amine NH3+ va passer à NH2, elle se déprotonne bien après la fonction acide carboxylique. Et tout ça c'est logique maintenant. Si on replace un peu les définitions qui concernent les pK, donc on sait que le pK de alpha-COH, c'est le pH de la solution, pour lequel on a autant de la forme protonée que de la forme déprotonée concernant le radical qu'on étudie. Donc ici, la forme protonée, c'est la forme COH, la forme déprotonée, c'est la forme CO-. La forme COH correspond à la charge plus 1, donc on a 50% des molécules sous la forme plus 1.
Tandis qu'on a 50% des molécules sous la forme 0. Globalement, le CO- appartient à une molécule de charge 0. Eh bien, on voit aussi que de l'autre côté, ça fonctionne. Le pK de la fonction alpha NH2, c'est le pH donc, de la solution pour lequel on trouve autant de la forme 0 que de la forme -1, c'est-à-dire autant de la forme protonée que de la forme déprotonée en ce qui concerne la fonction amine. Puisque la fonction amine, elle appartient quand même à un acide aminé de charge 0. Et ensuite, ici, vous avez une fonction amine qui appartient à un acide aminé de charge -1. Donc on a 50% de forme 0 et 50% de forme -1. Tout est logique. Alors, il reste très souvent dans les exercices à déterminer ce qu'on appelle le PHI. Et c'est une valeur, ce PHI, avec les pK qui sont souvent en question dans les énoncés d'exercice. Le PHI, sa définition, c'est quoi? C'est le pH de la solution pour lequel on trouve en solution dans l'eau 100% des acides aminés sous la forme zwitterion, c'est-à-dire sous la forme électrique neutre, globalement. Eh bien, pour les acides aminés simples, c'est-à-dire ceux qui n'ont que deux fonctions ionisables classiques, eh bien, on a une formule donc, qui permet de calculer ce PHI. C'est simple, on somme les deux pK et on divise par 2. De cette façon, on obtient le PHI. Donc si on l'applique là pour la glycine, eh bien, le PHI il est de 2,4 plus 9,7 divisé par 2, donc ça fait 12,1 divisé par 2, ça fait 6,05. Pour des acides aminés plus complexes, c'est-à-dire qui comportent plus de deux fonctions ionisables, la formule va devenir la suivante. Le PHI, c'est la somme des pK immédiatement à gauche de la forme neutre et immédiatement à droite de la forme neutre, divisé par 2. Bon, on expliquera un peu plus tard avec des exemples ce que ça veut dire juste à gauche et juste à droite de la forme neutre. Voilà, on en a terminé avec ces notions de cours. Ce sont des notions qui vont nous permettre d'aborder les exercices. Et les exercices sur les acides aminés, on a décidé de les centrer sur les propriétés d'amphotérie, en fait. Donc, ce n'est pas un cours entièrement exhaustif sur les acides aminés, mais c'est un cours qui est ciblé par rapport aux exercices, par rapport en gros à la propriété d'amphotérie des acides aminés.